Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. 20e anniversaire cette année de la déclaration de Bamako, un texte qui pose des objectifs en matière de démocratie et des droits de l'homme. Nouveau plaidoyer cette année encore pour une plus grande représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Dernière ligne droite pour les 13 candidats en lice pour la présidentielle burkinabé. 13 candidats dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré qui brigue un second mandat. Pour lui faire face, on retrouve Eddy Komboigo, candidat du CDP. Reportage à suivre dans ce journal. Le Sahara au cœur du modèle de développement marocain. Pour ce faire, le royaume vise une transformation radicale du sud du pays afin d'en faire un levier économique régional et continental. Mais tout d'abord, l'actualité en République démocratique du Congo où Adolphe Muzito a organisé ce samedi ses propres consultations, des consultations menées avec le mouvement Nouvel Élan de Lamuka. Adolphe Muzito qui refuse toujours de reconnaître la légitimité du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a reçu vendredi les gouverneurs des 26 provinces dans le cadre des consultations qu'il a lancées le 2 novembre afin de mettre fin aux tensions présentes au sein de la coalition au pouvoir. La déclaration de Bamako, premier texte normatif dont s'est dotée la francophonie dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, fête cette année son 20e anniversaire. L'occasion de faire le point sur la question de la représentativité des femmes dans les instances de décision démocratique. Et pour sa part, l'OIF, par la voix de sa secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a réaffirmé son engagement pour une plus grande représentativité. Nathalie Mo. Les femmes ont un rôle important à jouer dans la construction de la démocratie au sein des pays membres de la francophonie. Leur implication répond à une nécessaire inclusion dans les décisions politiques pour toutes les populations concernées. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, souhaite qu'aucun effort ne soit ménagé dans ce sens. Je souhaite également que nous ne ménagions nos efforts pour assurer une plus grande participation des femmes dans les processus démocratiques, en temps de paix et de stabilité bien entendu, afin que les institutions soient effectivement représentatives de la société et donc plus efficaces et acceptées. Elle a également souligné les capacités des femmes dans la bonne marche des périodes de transition politique dans des pays qui ont vécu des crises majeures. Elle a pris l'exemple du Mali, qui a permis une représentativité féminine importante au sein de ses organes de transition. Car les chances de succès durable des processus de transition ou de consolidation de la paix sont toujours plus importantes si les femmes y sont pleinement associées. Au-delà de bénéficier d'une meilleure représentativité dans les sphères de décision, il est primordial pour les femmes que leur liberté d'exercer librement leur choix politique soit respectée. Et on a vu que certaines femmes marginalisées, qui ne sont pas inscrites dans les listes électorales, qui n'ont pas de carte d'identité nationale et qui ont un nombre important, ont été malheureusement privées d'exercer leur droit à choisir leurs décideurs. Près de 140 millions de femmes vivent dans les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. En 2018, l'organisation francophone a mis sur pied une stratégie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, droits et l'autonomisation de la femme et la jeune fille. Une initiative visant l'adoption d'une approche inclusive et intergénérationnelle de lutte contre les inégalités liées au genre. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Burkina Faso pour l'élection présidentielle. La campagne électorale se poursuit. Le scrutin se tient le 22 novembre. 13 candidats sont en lice. Gros plan sur la candidature d'Eddy Komboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré. C'est un sujet de la rédaction. À 56 ans, Eddy Komboigo ira à la conquête du palais de Kosiam le 22 novembre prochain. En pleine campagne et à toutes les étapes, cet expert comptable et homme d'affaires à la tête de plusieurs entreprises tire un grand plaisir à dévoiler son plan de relance économique. Un plan chiffré à plusieurs milliards sur lequel il projette de rétablir le chemin de fer sur l'axe Tambao-Niger. Tambao est une grande mine avec un potentiel de ramener $1 milliard de recettes directes à notre budget national.
soit plus de 500 milliards de francs CFA. La misère est terminée. La misère est terminée avec Edi Komboïgo. Avec une économie déjà mise à mal par les attaques terroristes et la pandémie de Covid-19, Edi Komboïgo promet également de réussir le pari de l'élevage, tout comme de l'agriculture, de ramener la stabilité, de créer plusieurs emplois pour la jeunesse et de finaliser les travaux de l'aéroport moderne de Donsine afin de relever la balance commerciale. Je prends l'engagement ici de le poursuivre, sinon de le finaliser. Je prends l'engagement pour que les grands avions puissent venir de partout, pour que les grands avions puissent venir chercher nos productions et aller vendre à l'extérieur afin que nos mamans, nos papas, nos frères et nos sœurs puissent avoir des revenus. Pour rappel, Edi Komboïgo brigue pour la première fois le mandat présidentiel. En 2015, il avait été investi candidat, mais n'avait pas pu prendre part aux élections suite à une loi d'exclusion votée par le Parlement de la transition. Le Maroc entend placer le Sahara au cœur de son modèle de développement. Premier objectif, transformer le sud du pays en un moteur de développement régional et continental, selon les mots du roi Mohamed VI, qui a réaffirmé la volonté du royaume de revaloriser sa façade atlantique. Philomène Tine. Ériger le Sahara occidental en une interface maritime d'intégration économique est l'ambition du roi du Maroc, Mohamed VI. Ce programme de développement du Sahara sera essentiellement basé sur l'économie bleue et de grands projets structurants afin de faire de cette région un foyer de rayonnement continental et international. Le Maroc poursuit une ambition de développement dans la région du Sahara occidental. Et en 2015, on se rappelle que le roi Mohamed VI a annoncé que cette région allait être dotée d'un programme de développement spécifique. L'ambition était de renforcer le rayonnement des régions du Sud comme centre économique et comme trait d'union entre le Maroc et le continent africain. Et il était question d'en faire un hub entre le Royaume et l'Afrique subsaharienne en particulier. Cette volonté du roi Mohamed VI devrait se concrétiser avec l'accomplissement d'une centaine de projets, dont la construction d'un nouveau port à Intreft, à 40 km au nord de Dakhla, pour un investissement global d'environ 1 milliard d'euros. Un projet d'investissement aussi bien dans le dessalement de l'eau de mer que dans les énergies renouvelables d'origine éolienne et hydrolienne, mais aussi la réalisation de 6 stations balnéaires dans la zone. C'est un projet qui a toujours beaucoup retenu l'attention des autorités marocaines. Donc cette politique est volontariste. Elle représente 53% des investissements régionaux qui sont concentrés au Sahara. Et c'est une région aussi qui a un fort taux de chômage parce qu'il y a 16% de jeunes chômeurs là-bas pour le Maroc. Donc effectivement, cette région représente un grand espoir par rapport à la jeunesse qui pourrait y trouver donc des emplois parce que le programme de développement prévoit à peu près 120 000 emplois créés. Le Maroc entend accélérer le développement économique du Sahara à travers la construction de routes, l'aménagement des villes et des ports, la création de parcs industriels ainsi que des liaisons aériennes. Dans l'actualité également, le lancement officiel prévu lundi 16 novembre de la structuration de l'Agropole Centre au Sénégal, lancement prévu à Dakar. La structuration de l'Agropole Centre rassemble les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel. La cérémonie doit se tenir notamment en présence du ministre chargé du suivi du PSE, le plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana, mais aussi du ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, Moustapha Diop. Cette agropole doit à terme devenir un pôle de développement agro-industriel devant faciliter la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des différentes chaînes de valeur agroalimentaire. Au Soudan du Sud, la pandémie de Covid-19 aggrave une situation déjà dramatique avec plus de 60% de la population en crise alimentaire. Et pour faire face à la crise, le Fonds monétaire international entend mobiliser 52 millions de dollars afin de permettre au pays de lutter contre la pandémie et répondre aussi à d'autres impératifs. Nelly Claude Bessa. Fonds d'urgence du Fonds monétaire international alloué au Soudan du Sud. Ce sont 52 millions de dollars que l'institution financière a accordé à ce pays d'Afrique de l'Est pour l'aider à contenir l'impact budgétaire causé par la pandémie du Covid-19. Ce financement contribuera à maintenir les dépenses de réduction de la pauvreté et au renforcement de la croissance.
La pandémie de Covid-19 a gravement affecté le Soudan du Sud et annulé les premiers gains de la stabilité politique. L'impact sanitaire et économique de la pandémie, couplé à la baisse des prix du pétrole, a conduit à un effondrement des revenus et a créé une balance des paiements urgente et des besoins de financement budgétaire. L'institution de Bretton Woods a souligné qu'avant la pandémie du Covid-19, le Soudan du Sud avait réalisé des progrès significatifs grâce à une stabilité politique améliorée et à une hausse des prix mondiaux du pétrole. Cependant, la pandémie et les chocs des prix du pétrole ont provoqué de graves perturbations économiques, entraînant une détérioration des soldes budgétaires et extérieurs, une forte baisse de la croissance, ainsi qu'une situation critique de faim observée dans une partie de la population du pays. La réduction de l'impact négatif du Covid-19 sur la vie des Soudanais du Sud passe d'abord par la réduction de la dépendance du pays envers le pétrole. Ça va créer d'autres opportunités qui vont venir améliorer la qualité de vie des citoyens par l'entremise de la diversification des exportations du pays. Et c'est à ce niveau que le financement du Fonds monétaire international devrait se focaliser pour aider durablement le Soudan du Sud. En rappel, c'est le premier prêt que le Soudan du Sud bénéficie du Fonds monétaire international au titre de la facilité de crédit rapide depuis son adhésion au FMI en 2012. Les plateformes de commande et de livraison en ligne se développent de plus en plus également sur le continent africain. C'est notamment le cas en Somalie où une application facilite la vie de beaucoup de personnes en cette période de pandémie, mais aussi dans ce pays où règne l'insécurité. Kamesh Katapoulé. Marchandises en main, ces travailleurs s'activent pour effectuer leur livraison. Ils se rendent aujourd'hui dans un camp de déplacés à Mogadiscio pour y distribuer de la nourriture. Une opération rendue possible grâce à une application créée par le Programme alimentaire mondial. À l'heure où la Somalie subit une double crise, sécuritaire et sanitaire, cette livraison à domicile rassure les citoyens. Il est devenu dangereux d'aller dans les magasins parce que nous avons peur d'attraper le coronavirus. Nous avons eu de la chance d'avoir cette application. Nous aimons les achats en ligne. Non seulement cela nous fait gagner du temps, mais cela nous permet aussi d'obtenir la nourriture que nous voulons. Lancée en 2018, l'application dénommée WFP eShop est devenue très populaire auprès des consommateurs, notamment depuis la mise en place d'un système de livraison à domicile. Preuve de son succès, le nombre d'utilisateurs a considérablement augmenté, passant de 47 000 à la fin du mois de mars à 94 000 à la fin octobre. Pas de doute, la plateforme est véritablement un outil prometteur pour le Programme alimentaire mondial, car pour le moment, l'application concerne uniquement la Somalie. S'il fonctionne en Somalie, le système de l'e-shop peut fonctionner n'importe où ailleurs. La Somalie offre tous les défis qui peuvent en fait être le terrain d'essai pour un système comme celui-ci. WFP eShop, c'est aussi un volume de transactions chiffré à 6 millions de dollars. Depuis son lancement, plus de 51 000 livraisons ont été effectuées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.